Bonjour et bienvenue dans cette podcast express sur l'eau souterraine. Je suis Michael, professionnel de recherche de l'équipe hydrologie agricole à l'IRDA. Dans le cadre du projet Formons, module 1, nous vous présentons la capsule 4 en format podcast intitulée L'eau souterraine, c'est trésor caché sur nos pieds. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à François Houchet, professionnel de recherche en hydrogéologie à l'INRS. Merci d'être avec nous, François. Avant de commencer, François, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi et sur ton travail? Merci, Michael. Je suis très heureux d'être ici pour partager les connaissances sur les eaux souterraines, des eaux qu'on ne voit pas, donc comme on disait, un trésor caché sous nos pieds. Puis je suis content d'être de retour à l'IRDA aussi, parce que j'ai travaillé avec toi et ton équipe, également Ariane, sur Estimo. Pour faire rapide, je viens de la France et puis j'ai comme travaillé en France dans un bureau d'études en hydrogéologie avant de venir ici au Québec et de faire une maîtrise à l'INRS sur les eaux souterraines dans l'équipe du professeur René Lefebvre. Et puis depuis 2018, j'ai travaillé sur différents projets sur les eaux souterraines au Québec et également donc le projet Estimo avec l'IRDA. Wow, super, merci François. Et c'est super intéressant. On te propose de plonger tout de suite dans le sujet. Et pour commencer et bien comprendre la nappe souterraine, peux-tu nous dire d'abord c'est quoi exactement une nappe souterraine? Oui, donc une nappe en gros c'est l'eau souterraine qui circule sous nos pieds au sein d'un aquifère. Donc l'aquifère c'est une formation géologique perméable qui permet le pompage d'une certaine quantité d'eau. Donc par exemple par un puits qu'on appelle souvent puits artésien, que ce soit les puits agricoles ou les puits résidentiels. Puis il faut bien distinguer la nappe de l'aquifère. On peut prendre l'analogie du verre d'eau un peu, où le verre lui-même, le contenant, ça serait notre aquifère, et l'eau, le contenu, ça serait la nappe. Et comment l'eau des pluies arrive-t-elle à s'infiltrer jusqu'à là? C'est assez simple pour faire bref. Quand il pleut ou lorsque la neige fond, il y a une partie de cette eau-là qui va ruisseler sur les sols et qui va rejoindre nos cours d'eau, nos lacs, etc. Une autre partie va être évaporée ou transpirée sur les plans d'eau ou les plantes. Et tout ce qui percole dans le sol contribue à l'infiltration de ces eaux-là. Ensuite, tout ce qui passe sous les racines, qui n'est pas intercepté au final par les racines des plantes, va atteindre la partie saturée de la nappe. Donc en fait, et contribuer à la recharge de cet aquifère, donc à son renouvellement en eau. Et qu'est-ce qui influence la quantité d'eau dans une nappe? Est-ce que ça change selon la saison ou le climat? Hormis justement le climat, il y a plusieurs facteurs qui sont liés au terrain lui-même, donc qui influent également sur son taux d'infiltration. Donc on peut avoir la pente du sol. Donc plus la pente est importante, on va s'entendre à avoir plus de ruissellement et moins d'infiltration. Également la densité de végétation et le type de végétation ou de culture. Selon la profondeur des racines également, qui peuvent intercepter une certaine quantité d'eau et réduire l'infiltration. On va avoir également la nature, bien sûr, des dépôts de surface du sol, qui, selon leur perméabilité, leur degré de perméabilité, va influencer le taux d'infiltration qu'on va avoir ou favoriser ou non le ruissellement. Puis il y a d'autres facteurs que je dirais un peu plus anthropiques là, comme la compaction des sols, l'imperméabilisation des sols ou l'urbanisation, qui peuvent favoriser le ruissellement au détriment de l'infiltration. Puis pour répondre à la deuxième partie de ta question, de façon saisonnière, bien évidemment, la recharge varie au Québec. On a 2 épisodes annuels de recharge principaux. Le premier à la fonte printanière, qui est le pic majeur de recharge, et un deuxième à l'automne, où du fait du perte de feuillage des arbres, on a une les précipitations sont plus importantes que notre évapotranspiration. Et puis entre ces 2 épisodes de recharge-là, la recharge est quasi nulle ou minimale, on va dire. Durant l'hiver, c'est dû au fait que l'eau est sous forme solide. Et durant l'été, on a une très forte évapotranspiration, donc moins d'infiltration, forcément. Et donc, est-ce que les nappes souterraines peuvent vraiment s'épuiser? Dans une certaine mesure, je dirais que oui. Quand on puise plus d'eau que la capacité naturelle de l'aquifère. Par exemple, là, j'ai récemment lu dans une étude récente publiée dans la revue Nature en 2024 que les chercheurs avaient montré par des statistiques globales à l'échelle mondiale un déclin de certaines réserves en eau souterraine dans plusieurs régions, mais qui étaient typiquement des régions arides ou avec une forte proportion agricole. Au Québec, on n'en est pas encore là, je vous rassure.
Mais il y a des enjeux dans certaines régions où plusieurs usagers peuvent avoir besoin de l'eau au même moment. Donc on peut penser à des besoins domestiques, des besoins saisonniers liés aux activités estivales par exemple, mais des besoins d'irrigation également en milieu agricole, et ou encore certaines industries ou entreprises. Et là, c'est souvent dans les périodes déjà les plus critiques, donc l'été en l'occurrence. Et justement, en parlant de ces besoins en eau, est-ce qu'on prélève beaucoup d'eau souterraine au Québec? Alors, on connaît mal nos usages actuels. Ça, c'est une grande question. On mène justement présentement un projet avec le ministère qui vise à estimer les usages de l'eau souterraine et également de l'eau de surface. Le lien est très fort entre les deux. Donc, quand je dis usage, c'est on va séparer les usages industriels, résidentiels, municipaux et agricoles, et ils vont être déterminés à l'échelle municipale pour l'ensemble du Québec. Donc, on s'attend à avoir les résultats au cours de l'année. Donc, pour chaque municipalité, on va connaître plus précisément nos usages. Et également, les exigences et les règlements changent au Québec, et ce qui favorise au final nos connaissances sur les usages. Notamment, on a le seuil des préleveurs, des déclarations des prélèvements d'eau, qui a été récemment abaissé et qui est passé de 75 à 50 mètres cubes jour au 1er janvier de cette année. Et depuis le 1er janvier 2024, ces déclarations ont été rendues publiques, donc ce qui favorise aussi le partage des données et de l'information. On s'attend au final à avoir de plus en plus de déclarants, et donc du coup, ce qui va rentrer dans nos bases de données va permettre d'avoir une meilleure précision sur nos usages. Et pour finir, les MRC également, via les nouvelles OGAT, doivent intégrer la ressource en eau et la gestion de cette ressource dans leur schéma d'aménagement. Donc tout ça va dans le sens d'une meilleure gestion de la ressource en eau. Et est-ce qu'il y a des risques si on prélève trop? Oui, il y a pas mal de risques. Les risques sont d'abord une baisse potentielle du niveau de nappe dans nos puits, ou que ce soit plus régionalement, ce qu'on appelle communément les manques d'eau. Et on pourra avoir également une baisse de productivité dans ces puits. En fait, dans la plupart des puits résidentiels, qu'on appelle puits artésiens ou les puits agricoles souvent, c'est la partie supérieure du roc qui est très productive. Là, on a le plus de fractures. Et si on baisse le niveau de nappe, on dénoie cette partie-là, et au final, notre eau continue de baisser dans notre puits, et puis on a de moins en moins de productivité. Et un autre inconvénient est plus qualitatif. On risque d'avoir une dégradation de la qualité de l'eau également, du fait qu'on puise une certaine quantité d'eau qui vient de plus profonde. Donc c'est des eaux plus anciennes, etc. Et ça amène d'autres problématiques, notamment fer, manganèse, etc. Un autre point qu'on mentionne pas forcément, on parle souvent des usages de l'eau, mais il y a également le maintien des débits des cours d'eau pour préserver nos écosystèmes. Les milieux humides, également les poissons ont des besoins en eau. Il faut savoir que l'eau qui circule dans nos cours d'eau en été, donc l'eau qu'on voit, c'est quasi exclusivement de l'eau souterraine. Donc c'est très important de faire le lien haute surface eau souterraine à ce moment-là. Et on a eu notamment le cas à l'été 2021, là, surtout au sud du Québec, on a eu beaucoup de manque d'eau. Donc ça montre qu'on peut avoir des impacts sur le développement économique d'une région au final. Notamment, on peut avoir des pertes de récolte du fait d'une sous-irrigation. Vous connaissez mieux ça que moi, j'imagine. Et des infrastructures de certaines municipalités peuvent ne pas répondre aux besoins en eau. Si on s'attend à avoir une plus forte croissance démographique dans le futur, certaines capacités d'infrastructures de pompage ne peuvent pas répondre à cette croissance-là. Et on a déjà des moratoires sur le développement résidentiel dans plusieurs municipalités au Québec. Ok, d'accord. Merci. La réponse François. était longue. Non, c'est parfait, c'est très intéressant et surtout inquiétant. Et maintenant que c'est plus clair et en sachant tous ces enjeux, est-ce qu'il existe des outils ou des données accessibles pour mieux comprendre ou surveiller les nappes? Oui, la plus grande avancée date au final des 10-15 dernières années sur nos eaux souterraines. Ça a été fait par des projets universitaires qu'on a, donc les projets PACES pour Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Et ça nous a permis dans les dernières années d'avoir une meilleure connaissance régionale sur nos eaux souterraines sur l'ensemble du Québec municipalisé. Les données, les rapports et les cartes sont toutes et tous disponibles de tous ces projets sur le site du ministère Données Québec. Donc tout est téléchargeable et consultable. Il y a également des données de suivi des puits du réseau de suivi des eaux souterraines du Québec, RSESQ. Si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver l'information qui permettent d'avoir des informations sur les niveaux de nappe. Et il y a des cartes sur l'Atlas de l'eau également qui sont disponibles et permettent d'avoir de l'information.
On avait réalisé avec le ministère également un bulletin d'état des nappes qui devrait être mis à jour prochainement sur ce même site du réseau de suivi des eaux souterraines du Québec. Et juste, je mentionne comme ça, les organismes de bassin versant, donc OBV, sont également des bons interlocuteurs si on veut avoir de l'information sur nos eaux, que ce soit de surface ou souterraine, à une échelle un peu plus locale, je dirais. Voilà. Ok, d'accord, super, c'est bien noté. Et nous, comme citoyens, comment on peut contribuer? Alors, c'est toujours bon de les rappeler, là on les entend souvent, mais des fois on se rend compte que c'est pas forcément appliqué, mais plusieurs actions peuvent être faites à l'échelle de la maison là pour réduire la consommation. Donc c'est prendre des douches à la place des bains, c'est plus rapide, ça consomme moins d'eau. On voit des fois des personnes qui nettoient leur allée de garage au jet d'eau. Disons que un balai ou une souffleuse, ça fait le même travail. On peut installer des récupérateurs d'eau de pluie également pour à partir des gouttières là pour arroser notre jardin. Ça suffit amplement. Et puis pour l'arrosage également, mieux vaut arroser tôt le matin ou tard le soir plutôt qu'en pleine journée, ce qui, quand on a un grand soleil, là, une partie de l'eau va s'évaporer. On peut installer également des aérateurs de robinet ou également bien surveiller nos fuites à la maison, etc. C'est quelques petits gestes, mais au bout du compte, si tout le monde le fait, ça contribue à économiser notre eau. Ouais, tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui est pas très compliqué à faire. Et nous, mais par exemple, quand on pense à l'avenir, avec les changements climatiques et l'évolution de l'usage de l'eau, à quoi peut-on s'attendre pour les recharges des nappes? Est-ce que les changements climatiques risquent de modifier la façon dont les nappes se rechargent dans les prochaines décennies? Alors j'aimerais bien te répondre avec grande certitude, mais du travail reste à faire pour mieux comprendre les impacts de ces changements climatiques-là. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, mais globalement, on s'attend à avoir plus de redoux à l'hiver, donc plus de recharge en hiver. Si le sol fond, on s'attendrait à avoir un peu plus d'infiltration, et début du printemps, également. Et à l'été, on devrait avoir, du fait de la hausse des températures, plus d'évapotranspiration également, donc plus de sécheresse. En fait, on a mené une étude tout récemment, au sud du Québec, et les modèles climatiques qu'on a intégrés dans ces simulations-là montraient une hausse de recharge annuelle, donc la recharge du 1er janvier au 31 décembre. Mais cela est à relativiser car on s'attend également à avoir une dynamique de recharge dans l'année qui va être modifiée dans le futur. Donc, quand je dis dynamique de recharge, c'est que la période de récession estivale, donc la période où le niveau de nappe baisse entre le pic de recharge printanier et le nouveau pic de recharge qu'on a à l'automne, cette période-là devrait s'étendre dans le futur, ce qui pourrait rendre des installations de pompage plus vulnérables, parce que selon la profondeur des pompes, par exemple, ou la capacité, à la fin de l'été, voire à l'automne, on pourra avoir de plus en plus de manque d'eau lors des périodes où nous en avons le plus besoin. Et est-ce qu'on observe déjà des tendances à la baisse ou à la hausse dans la recherche naturelle des nappes au Québec? Alors au Québec, le suivi des nappes, comme je le mentionnais, via le réseau de suivi des eaux souterraines, est très récent et offre peu de recul sur l'analyse de ces tendances. Même si des variations annuelles peuvent parfois être observées, les données disponibles ne montrent pas de tendance globale et généralisée de baisse ou de hausse des niveaux de nappe au Québec. Toutefois, dans certaines régions sous fort stress hydrique, on peut observer localement des baisses du niveau de nappe dans certains puits d'observation. On l'observe déjà dans quelques puits, et c'est dans des régions très particulières et lorsque plusieurs usagers ont des besoins en eau concurrents sur la même période. On peut penser à des besoins en eau estivaux pour irriguer les champs, et quand on couple ça par exemple à une région touristique, plus de personnes, plus de demandes en eau, etc., ou alors remplir les piscines, etc., ça fait des besoins, qu'on a des mêmes besoins au même moment. Donc c'est toujours un peu critique à ces moments-là. Et comme on l'a observé en 2021, on peut aussi avoir, par malchance je dirais, plusieurs années successives avec moins de précipitations. Ce qu'on a observé en 2020-2021, ce qui fait en sorte que déjà à la fin de l'année 2020, les niveaux de nappe étaient pas très hauts, et puis en 2021, on se retrouve avec des niveaux de nappe très bas. Donc on a observé pas mal de manque d'eau ou des pénuries d'eau au sud du Québec en 2021. Et puis je mentionne juste pour finir avec cette question, c'est que c'est toujours dans l'optique de mieux gérer notre eau, et puis de façon globale avec tous les usagers, d'impliquer tout le monde. Donc je vous invite à consulter les avancées d'un projet qu'on mène actuellement avec l'Université Laval, qui vise à accompagner les acteurs régionaux dans la gestion de leurs ressources en eau. Donc le projet s'appelle GEREAU, G-E-R-E-A-U. Donc si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver l'information pertinente à ce sujet.
Oh, merci beaucoup, François. On repart avec une meilleure idée de ce qui se passe sous nos pieds. Et surtout, ce n'est pas une ressource inépuisable. Merci aussi à vous tous qui nous écoutent. Vous pouvez aussi apprendre plus sur l'hydrologie dans les autres capsules du module 1 de Formo. À bientôt. Merci.